Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Musée Beuge pour notre deuxième rencontre d'artistes. Alors Charles, aujourd'hui, qui recevons-nous? Alors aujourd'hui, nous recevons Judith Deveau, qui est une artiste naturaliste, une sculpteur, dont nous exposons les œuvres jusqu'au 27 juin prochain, dans le cadre de l'expo Peinture et sculpture au féminin. J'ai fait un parcours un peu atypique puisque j'ai fait les choses à l'envers. J'ai étudié l'histoire de l'art à l'école du Louvre. Ensuite, je suis venue à la sculpture, par la pierre, puis par le modelage. J'ai fait un peu les choses à l'envers, mais l'avantage, c'est que ça m'a formé l'œil. À l'école du Louvre, j'ai eu la chance de voir les grands maîtres et d'apprendre l'humilité pour commencer. Oui, je suis arrivée par hasard à la ménagerie du Jardin des Plantes. Chez les artistes, la cohabitation, c'est difficile et mon maître m'avait collé à la porte. Et à la ménagerie du Jardin des Plantes, qui était un lieu pour moi au départ très triste, très carcéral, j'ai découvert en fait toute la vie des animaux et à quel point finalement le mouvement, la vie était là si on voulait bien se donner la peine de les regarder, de découvrir ces animaux. Alors, j'ai grandi avec une famille assez atypique et à 6 ans, on allait dans les coopératives bio. Et c'est vrai que le souci du monde environnant, c'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps. J'ai toujours adoré regarder les plantes, les animaux. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis contente de continuer dans mon travail des dernières pièces avec la jonction de ces deux mondes, animal et végétal. Alors, dans les groupes, il y a quelque chose qui intervient qui est très intéressant, c'est que finalement, l'espace, le volume entre les deux individus, entre les deux sculptures, fait partie intégrante de la sculpture. C'est comme le silence en musique. Et il va se passer quelque chose dans cet espace. Et c'est aussi une invitation au spectateur, à lui, à venir habiter cet espace avec sa sensibilité, avec son questionnement. Et ça peut être des choses à la fois intime. Parfois, j'ai des groupes de sculpture où il y a un espace amoureux, ça peut être aussi un espace d'amusement. Et bien sûr, il y a tout un univers qui est Lewis Carroll et qui est une invitation au spectateur à rentrer, à venir avec son histoire, habiter mon monde. J'ai fait beaucoup d'oiseaux. J'ai fait aussi beaucoup de lapins, j'ai compté qu'à 16 lapins, il fallait s'arrêter. Et j'ai fait beaucoup d'oiseaux. Ce que je trouve passionnant dans l'oiseau, c'est le volume se referme ou s'ouvre. Si on voit la bernache qui est là, on a un volume complètement fermé, extrêmement sobre. Et puis d'un seul coup, si l'aile s'ouvre, là, l'espace se démultiplie, devient complètement différent. Et ça, je trouve ça absolument passionnant. Mes habitudes de travail, je suis une femme très lente, alors je tourne, je dis toujours, je fais comme un ordinateur, je tourne avec une tâche de fond et je travaille, pendant que je travaille sur une pièce, comme je travaille beaucoup sur le motif, en observation, généralement il y a un autre animal à côté qui vient et que je vois derrière mener sa vie et dont je vais m'imbiber peu à peu et qui va s'imposer comme le prochain sujet, plus que je ne le décide vraiment. Et ensuite, je vais travailler beaucoup avec des croquis, venir mettre en place à l'atelier la pièce, donc avec une armature, puis je travaille en cire, parce que c'est quelque chose qui me permet de faire des choses extrêmement précises, extrêmement fines. J'ai fait notamment beaucoup d'échassiers, donc ou des becs d'oiseaux extrêmement fins. Ça permet d'avoir une extrêmement grande précision. Et par ailleurs, comme je suis assez lente, c'est un matériau qui ne nécessite pas, comme la terre, d'entretien. En tout cas, c'est vraiment le matériau où moi je m'éclate. Et donc après, j'ai des allers et retours entre l'atelier, où je vais avancer sur la pièce, etc. Et puis après, je vais retourner au fur et à mesure des besoins devant le motif pour préciser des choses que j'ai pressenties, mais qui ne sont pas encore assez bien comprises, qui ne me donnent pas satisfaction. Il y a deux choses qui m'ont marqué dans ce que j'ai pu lire. Il y a la phrase de Gauguin, quand il écrit de Tahiti, Oviri, écrit d'un sauvage. Il parle de la ligne majeure, de la ligne harmonique.
Et c'est exactement ce qu'on retrouve aussi chez les maîtres japonais, c'est-à-dire que quand on voit la connaissance que les Japonais avaient de la nature, leur permettait, avec un pinceau, de poser une ligne, 2 points, et tout était là. Pour moi, c'est vraiment la chose la plus complète, c'est-à-dire réussir à trouver la synthèse, la ligne de force, l'architecture. On est ici dans une maison d'architecte, et vraiment ce qui est portant, c'est l'essentiel. Le reste, on sait que les animaux ont des plumes, des poils, on n'a pas besoin de le spécifier, ils sont là de toutes les façons. 3 plumes, ça suffit largement. Alors, Hokusai, pour moi, c'est le maître. À la fois dans la simplicité, il y a quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup chez les Japonais, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les arts appliqués, les arts majeurs et les arts mineurs. Ça, c'est vraiment une spécification occidentale. Et les orientaux, les Japonais ne connaissent pas cette nuance entre artisanat d'art, art. L'or posé qui va être quelque chose là, est-ce que l'or posé, on est dans un travail artisanal, est-ce qu'on est dans un travail artistique? Ça n'existe pas, donc ça leur donne aussi une grande liberté. Et ce décloisonnement, c'est quelque chose d'assez important. Et Rodin, il y a quelque chose qui est passionnant chez lui, c'est son humilité, sa curiosité, et bon, bien sûr sa maîtrise que je ne prétends pas avoir, mais c'est vraiment un parcours d'amour, le parcours de Rodin. Il écrit sur, moi j'habite Chartres, il écrit sur le portail de Chartres, il écrit sur une déclaration d'amour aux moulures romanes, des choses qui peuvent paraître très austères comme ça. Et si on lit les cathédrales de France de Rodin, on ne peut plus rentrer dans une église sans regarder l'amour, de la courbe, de la contre-courbe. C'est l'essentiel de la sculpture. Ah, ça, c'est une vraie chance parce que le sculpteur est quand même un peu solitaire dans son atelier. Et même si on se croise avec Shehzad, avec qui j'ai le plaisir d'exposer aujourd'hui, c'est quand même un parcours très très solitaire. Et d'un seul coup, travailler avec quelqu'un d'autre, qui arrive aussi avec son cahier des charges, c'est intéressant parce que d'un seul coup, on est à deux, on fait quelque chose à deux. Et si parfois, c'est aussi l'occasion de sortir un peu de nos sentiers de confort, de nos sentiers battus, d'être amené à aborder des sujets vers lesquels on ne serait pas forcément allé. Et puis, c'est quand même une grande chance de travailler avec ces gens-là qui sont quand même le fleuron du savoir-faire français. Il y a un désir que j'ai depuis très longtemps, parce qu'il y a aussi, dans les choses qui m'ont marqué, cette idée effectivement de proximité entre l'artiste, l'artisan, quelque chose de complet. C'est toute l'école de Nancy, avec aussi cette proximité du végétal. Et ces gens qui travaillaient tous ensemble. Et j'avais très envie depuis très longtemps de faire des arts appliqués. Donc j'ai commencé avec la table fleurs qui est là-haut. Et j'ai continué. Là, j'ai en préparation une paire de petites tables et des lampes, parce que j'avais très envie depuis longtemps de faire des lampes. Et j'ai la chance d'avoir justement une commande dans ce sens. Donc je vais pouvoir réaliser ce projet qui me tenait à cœur depuis longtemps. Alors, je suis née en 70, donc je suis contemporaine. Et pour moi, c'est pas une question qui est très intéressante de savoir si les gens font des choses. Je peux être complètement bouleversée par des gens comme Christo, par de la danse contemporaine, etc. Pour moi, la question n'est pas de faire des choses figuratives ou abstraites, etc. Pour moi, la question, c'est de toucher les gens. Et je peux être aussi bien touchée par un travail abstrait, par un travail, la table qui est là en béton, c'est quelque chose qui, chez moi, résonne très bien. Pour moi, la seule chose qui importe, c'est la résonance. C'est-à-dire qu'on propose une émotion, et soit on a les moyens de la faire partager, c'est réussi, et sinon, c'est raté, et quelle que soit la démarche. Il me paraît important quand même de réussir à ouvrir les espaces, notamment de culture, parce que je trouve complètement délirant qu'on puisse ouvrir des supermarchés où on se presse les uns contre les autres, où on puisse pas ouvrir des espaces culturels. On a absolument besoin d'être nourri culturellement. Donc pour moi, c'est déjà une aberration totale de fermer les lieux culturels. Et au contraire, les gens, je pense, ont vraiment un vrai besoin, avec ce qui se passe, de retrouver les essentiels
Et on le voit vraiment parce que les gens ont vraiment un vrai désir de revenir au musée, de retourner vers les galeries. Il y a quand même une vraie demande. Et ça, je trouve ça formidable de voir que le public est au rendez-vous et attend. Quand je suis arrivée dans ce lieu, déjà j'ai été frappée par la qualité d'aménagement qui est assez rare. Et ce que je trouve passionnant ici, c'est le dedans-dehors, c'est-à-dire qu'on a vraiment une grande ouverture sur la mer, ça c'est extraordinaire. J'ai ma bernache là qui peut dialoguer avec les bernaches qu'on voit par la fenêtre. Ça c'est une vraie chance et c'est aussi... J'aime les idées d'ouverture, que voilà, ce qui est dehors peut aller dedans. L'art animalier, il arrive du dehors, il arrive du dedans. Il est là aussi pour interroger notre regard sur le dehors. Quel est notre rapport au dehors, à l'environnement? Et plastiquement, j'aime l'idée que les sculptures puissent aller aussi bien dehors. Donc l'idée de cette ouverture comme ça sur la mer, pour moi, c'est vraiment un lieu, une merveilleuse invitation.